Allez, c'est parti pour cet exercice bilan dans lequel on va parler de titrage, un petit peu d'oxydoréduction. C'est un exercice d'épreuve anticipée de première spé physique-chimie. Donc c'est vraiment un exercice qui correspond à ce qu'on attend de toi en termes de niveau en fin d'année de première. C'est un exercice principalement sur le titrage, mais dans lequel également on va étudier un spectre d'absorption, comme tu peux apercevoir ici sur le sujet. On va parler d'un protocole de dilution. Il va y avoir pas mal de petits calculs. La suite de l'exercice est ici, donc la partie titrage à proprement parler, elle est là. Après, on va vérifier les indications portées par une étiquette d'un produit, c'est très souvent le cas. Et puis dernière partie, ça reprend aussi un petit peu le titrage, mais voilà, le cœur de l'exercice, c'est du titrage avec un peu d'oxydoréduction. Je crois que les équations, on te les donne, je suis pas sûr qu'on te demande de les retrouver. Écrire les demi-équations, si, on va te demander de les retrouver, ok. Donc c'est parti, le sujet, eh bien, il est disponible là sous tes yeux, il est également disponible en téléchargement sur mon site internet, sur la BENSES Academy, donc tu peux retrouver le sujet, je te mettrai le lien en descriptif de la vidéo ou en commentaire épinglé, si tu veux voir le sujet et bosser qu'avec le sujet, ensuite te corriger avec ma correction. Ce qui est très important, c'est que tu fasses l'exo par toi-même, ça je le répéterai jamais assez, tu dois bosser par toi-même, faire ta résolution, écrire, et une fois que tu as fait ça, tu te corriges avec ma correction. C'est la meilleure méthode, la meilleure démarche, c'est celle-ci. Et puis on se lance dans l'exo. Let's go. Allez, c'est parti. Donc 2 pages pour l'exercice, comme je t'ai dit. Hop, hop, là tu as les 2 pages. Et on y va. Oui, je t'ai rajouté le petit cercle chromatique qui figurait pas sur le sujet d'origine, mais on en a besoin en fait. On en a besoin pour la deuxième question. Donc voilà, tu vas voir ça. L'eau oxygénée, communément appelée eau oxygénée, la solution aqueuse antiseptique est utilisée notamment pour détruire les virus, champignons, bactéries. Son principe actif est le peroxyde d'hydrogène, formule brute H2O2. Le but de cet exo est de vérifier les indications qui figurent sur l'étiquette d'une solution commerciale d'eau oxygénée. Donc là, on a l'étiquette. Alors l'étiquette, j'ai enlevé là ce que j'avais stabiloté, mais c'est ça en fait qu'on va vérifier. On nous dit qu'on a 3 grammes d'eau oxygénée pour 100 millilitres de solution. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une concentration massique. 3 grammes pour 100 millilitres, c'est une concentration massique. On va vouloir vérifier cette valeur, en fait, 3 grammes pour 100 millilitres. Qu'est-ce qu'on a comme données? On a la masse molaire du peroxyde d'hydrogène. On nous dit que le peroxyde d'hydrogène réagit avec MnO4- pour réagir suivant cette équation et former des Mn2+, du H2O et du O2. On a des coupes d'oxydoréduction mises en jeu. On a la définition du titre d'une eau oxygénée qui exprime le volume de dioxygène que peut libérer 1 litre d'eau oxygénée. Donc en gros, le titre, c'est quel volume de dioxygène tu libères pour 1 litre d'eau oxygénée. On nous dit que l'eau oxygénée se dégrade, elle réagit avec elle-même, suivant cette équation. 2H2O2 donne 2H2O plus O2. La décomposition de l'eau oxygénée ou la dégradation de l'eau oxygénée, c'est également un thème que tu retrouves beaucoup dans des exo-bac de terminale spé physique chimie. C'est pour ça qu'encore une fois, de bosser avec ce genre d'exo-bilan quand tu es en première, ça te prépare carrément et largement à la terminale, notamment dans le fait de bien lire des données, d'extraire les bonnes informations, de te poser les bonnes questions. Tu vois ici, extraire l'information sur une étiquette, ben, je vois qu'en terminale, il y en a qui ont du mal à faire ça. Il y en a qui ont vraiment du mal à faire ça. Là, ici, on voit le volume d'ailleurs, 10 volumes. Donc c'est vraiment le genre de choses que tu dois apprendre à maîtriser en première et si tu sais pas faire ça en première mais que tu comptes avoir des bonnes notes en terminale pour ton dossier, pour ton orientation sur Parcoursup, etc., ben, ça peut bloquer parce que si t'es pas habitué à ce genre d'exo, fatalement tu vas être surpris en terminale parce que les exos, c'est un bon qualitatif en fait sur les exos de terminale, notamment à cause des exos bac. Et il faut que tu t'habitues à ça dès la classe de première. Voilà pourquoi je te fais ce genre d'exo. Tu retrouveras d'ailleurs tous les autres exos du même genre sur la BENSES Academy directement. Elles sont également sur YouTube, hein, mes vidéos, mais elles sont triées sur BENSES Academy. Et donc ça va te permettre de bosser plus efficacement, tout simplement. Donc le titre, il nous disait que c'était donné par la relation C fois VM sur 2. Le C est défini comme étant la concentration en quantité de matière. Le VM, c'est le volume molaire en litres par mol. On te donne la valeur. Donc tout est bon. On va démarrer directement sur le spectre d'absorption. Je vais changer de page. Hop. Non, je vais prendre aussi le cercle chromatique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper comme ça. Voilà. Allez, on rentre dans l'exo. Hop. Qu'est-ce qu'on a? On a un spectre d'absorption qui est obtenu pour une solution de permanganate de potassium. Donc le permanganate de potassium, on voit tout de suite qu'il absorbe majoritairement vers 520 à peu près, 510, 520, et que cette absorption vers ouais, 520,
elle correspond au domaine visible. On absorbe dans le domaine visible. Il faut tout de suite identifier ça dans ta tête. Préparation de la solution à titrer. Afin de procéder au titrage du peroxyde d'hydrogène contenu dans la solution commerciale par des ions permanganate, la solution commerciale est diluée 10 fois pour obtenir la solution S'. Donc on va diluer notre solution de peroxyde d'hydrogène. Petit 1, 1. La solution commerciale S est diluée 10 fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as un facteur de dilution égal à 10. Désolé, j'ai la gorge un peu prise. Facteur de dilution K égale 10. Tu as un facteur de dilution qui vaut 10. Sur les dilutions, je ne vais pas te refaire un cours. Je t'ai fait une vidéo synthèse complète là-dessus, sur comprendre la dilution, que tu retrouveras sur YouTube, mais que tu retrouveras aussi sur la BENCES Academy. Dans les vidéos synthèse de première spécifique chimie, elles sont toutes rangées, encore une fois, je t'invite à aller voir parce que toutes les vidéos synthèse sont rangées, tous les exobilans sont rangés, ce qui te permet de bosser plus efficacement. En tout cas, je te recommande vivement d'aller voir cette vidéo synthèse si tu n'es pas allé sur la dilution, parce que là encore, les questions de dilution, tu vas les retrouver plein de fois en terminale. Le protocole de dilution, écrire un protocole de dilution, bien choisir tes volumes, bien choisir la verrerie, tout ça, c'est des questions classiques que tu retrouves dans des exo-bacs en terminale, tu as des points gagnés, et du coup, tu as aussi des points à perdre si jamais tu ne sais pas faire. Donc là, on identifie que le facteur de dilution, il est égal à 10, et à partir de là, je vais pouvoir choisir correctement la verrerie pour écrire précisément mon protocole. Je vois qu'il ne m'impose pas le volume de solution phi à préparer, donc on va l'imposer nous-mêmes. On prépare un volume V' égale à 100 ml, c'est quelque chose d'assez classique. On prépare, si tu prenais 250 ml, eh ben ça marcherait aussi. Après ton protocole, tu le feras avec un volume de 250 ml, ça c'est toi qui choisis. On prépare un volume V' égale 100 ml de solution phi, de solution phi S'. On doit prélever un volume Vp, donc là j'introduis mes notations, égale V' divisé par K, égale V' divisé par 10, égale 10 ml de solution mère. Tout ça, ça provient du cours sur la dilution. Et maintenant, je vais écrire le protocole. Maintenant que je sais, j'ai choisi le volume que je préparais et j'ai calculé du coup le volume que je dois prélever. Maintenant, j'écris le protocole. Donc, protocole. Le premier point, c'est de prélever un volume Vp égale 10 ml de solution mère S à l'aide, et là tu dois préciser la verrerie, à l'aide d'une pipette jaugée de 10 ml. Petit 2, verser ce volume dans une fiole jaugée de 100 ml. Et la fiole jaugée, elle a le même volume, évidemment, que le volume de solution phi que tu veux préparer. C'est pour ça que je t'ai dit, pour écrire précisément notre protocole, il faut imposer, il faut choisir un volume de solution phi. Sinon ça va être bizarre. Tu vois, tu vas pas pouvoir préciser le volume de la fiole jaugée, tu vas pas pouvoir préciser le volume de la pipette jaugée, et ça marchera pas. Les mots importants pour ton protocole, pipette jaugée, fiole jaugée, préciser les volumes. Ça, c'est important. Donc, on verse ce volume dans une fiole jaugée de 100 ml. Petit 3, compléter, compléter le volume de la fiole jaugée avec de l'eau distillée. J'écris mal, mais c'est parce que j'essaie d'écrire vite. Jusqu'au trait de jauge. Et je te dicte en même temps, donc tu sais quelles sont les informations importantes. Jusqu'au trait de jauge. Boucher, agiter. Après, tu as des profs qui vont te demander de compléter jusqu'aux 2/3, de boucher, d'agiter et ensuite de finir de compléter. Tu peux aussi l'écrire comme ça, ton protocole. Moi, là, je zappe cette étape de façon à aller plus vite. Mais si tu veux dire qu'il faut compléter jusqu'aux 2/3, boucher, agiter, et ensuite compléter jusqu'au trait de jauge, boucher, agiter, tu peux. Donc ça, c'est le protocole. Question 1-2. Seules les ions permanganates sont colorés en solution aqueuse. Justifier cette propriété.
le fait qu'il soit coloré, et préciser la couleur de ces ions en solution aqueuse. Donc pourquoi est-ce que les ions permanganates sont colorés? Parce qu'ils absorbent dans le domaine visible. Donc la couleur complémentaire de la couleur absorbée, ce sera la couleur renvoyée par les ions permanganates. Je vais dire que d'après le spectre d'absorption, donc sur la question 1-2, d'après spectre absorption, MnO4-, donc MnO4-, c'est les ions permanganates, MnO4- absorbe pour lambda max environ égal à 520 nanomètres. 520, 530, je ne fais pas de lecture précise. Mais elle absorbe majoritairement vers, et même ici, hein, ça absorbe majoritairement vers 530 parce que tu as toute cette zone en fait. Le lambda max, il est là, mais tu as toute cette zone en fait. Ça absorbe majoritairement les radiations vers 500, je pourrais même dire 530, 550. Je vais préciser ça. Absorbe majoritairement les radiations comprises entre 500 et 550 nanomètres. Donc, absorbe, le MnO4- absorbe dans le domaine visible. Le domaine visible, entre parenthèses, c'est de 400 nanomètres à 800 nanomètres. C'est ça le domaine visible. Si j'absorbe dans le domaine visible, je renvoie une couleur, qui est la couleur complémentaire de celle absorbée, je renvoie une couleur qui est aussi dans le domaine visible. Donc, MnO4- renvoie une couleur qui est aussi dans le domaine visible et qui sera la couleur complémentaire des couleurs absorbées dans le domaine visible. Et entre parenthèses, couleur complémentaire des couleurs absorbées. Complémentaire des couleurs absorbées. Absorbées, hop. Voilà, donc si j'absorbe dans le visible, alors je renvoie une couleur du domaine visible, donc je suis coloré. C'est ça l'idée. Si j'absorbe dans le visible, je suis coloré. Et là, on a justifié pourquoi. On a justifié l'affirmation qui consistait à dire que les ions permanganates sont colorés. Maintenant, on nous demande de préciser la couleur de ces ions en solution aqueuse. On absorbe entre 500 et 550. Entre 500 et 550 sur le spectre. Ouais, il faudrait préciser un peu parce que 500, ça commence ici. Tu vois? 500, ouais, on pourrait presque considérer qu'on absorbe déjà dans le cyan. Mais en gros, on absorbe par ici, quoi. Tu absorbes les radiations bleu, vert, vert, jaune. Tu vois? T'es plutôt dans le bleu-vert. Donc ça, c'est ce que tu absorbes. Et tu renvoies plutôt ce que tu as en face, magenta, violet. Magenta, violet. De toute façon, tu sais que le permanganate, c'est violet. Donc on n'est pas surpris de dire qu'on va renvoyer, si on absorbe dans le bleu, vert, jaune, on n'est pas surpris de dire qu'on va renvoyer une couleur magenta, violet. Donc hop, les radiations absorbées sont dans le bleu-vert. Les radiations diffusées ou transmises ou renvoyées sont dans le, on a dit magenta, violet. Les ions permanganates, donc MnO4-, et donc de couleur magenta-violet en solution. Après, pour cette question-là, honnêtement, je trouve qu'il manquait des informations dans le sujet. Sur un exobac, par exemple, de terminal physique-chimie, tu auras toutes les informations et il y aura zéro ambiguïté. Ça, par exemple, c'est le cercle chromatique que j'ai pris sur un exobac, parce qu'il y a plein d'exobacs dans lesquels tu retrouves le cercle chromatique quand on a besoin, évidemment.
Et là, ce qui manque sur cet énoncé-là, bah, c'est le cercle chromatique. Donc peut-être que dans le sujet vraiment d'origine, il y avait encore d'autres données, il faudrait que j'aille vérifier. Mais voilà, je trouvais que ça manquait quand même. Normalement, pour moi, ça aurait dû figurer très concrètement ici, là où moi je l'ai mis, ou ici, quoi. Voilà, donc on a retrouvé et justifié la couleur des ions MnO4- en solution. On va pouvoir maintenant passer aux questions liées au titrage. Donc c'est plutôt ces questions-là. Ce que je vais faire, j'ai juste envie de me mettre ici. Voilà. Souvent, les histoires de titrage, en première, c'est lié à des changements de couleur, c'est du titrage colorimétrique. C'est pour ça qu'il y a des histoires de couleurs et on te demande assez souvent, tu vois, je vois la question 2-4 ici, donc j'ai pas fait cette partie-là de l'exo, je l'ai pas du tout lu. Je suppose les questions qu'on va te poser, je les anticipe et je vois bien ici, et je suis pas surpris qu'on te demande de justifier le changement, enfin l'équivalence, de dire comment c'est repéré. Eh ben, comment c'est repéré par un changement de couleur, et c'est pour ça qu'on a besoin de justifier la couleur des ions permanganates. Peut-être même qu'il nous donne la couleur des ions permanganates, quelque part dans cette partie-là, on va voir. Titrage du peroxyde d'hydrogène par les ions permanganates, pardon. Il est procédé au titrage d'oxydoréduction, suivi par colorimétrie, de ce volume V' de la solution S', donc 20 millilitres. Là, c'est une incertitude, l'incertitude absolue sur le volume V', par une solution de permanganate de potassium de concentration égale à C0. Lors de ce titrage colorimétrique, le volume obtenu à l'équivalence est de 13,7 millilitres. Ok. Schématiser le montage expérimental utilisé en le légendant. Bon, le montage expérimental, le schéma, c'est toujours la même chose. On va le faire ici. Titrer à l'arrêt quand même, donc une potence ou un support, t'appelles ça comme tu veux. Une burette qui est attachée au support. La burette contient le réactif titrant, donc en l'occurrence ici la solution de permanganate de potassium, un bécher ou un Erlenmeyer. Je vais mettre un bécher, c'est plus simple à dessiner. Voilà. Le bécher lui contient la solution titrée. Le bécher il est posé sur un agitateur magnétique et dans le bécher j'ai un barreau aimanté. Donc là je vais mettre une flèche pour dire que c'est la burette graduée. Je vais mettre une flèche pour dire ce qu'elle contient. Là je vais mettre une flèche pour dire que c'est un bécher. Je vais mettre une flèche pour dire ce qu'il contient. Agitateur magnétique. Bon, je change de côté. Barreau aimanté qui sera par là. Si j'y arrive. Voilà. Le support. Ok. Donc, ça c'est la burette graduée. J'écris pas tout. Burette grade. Ici, on a solution titrante K+, plus MnO4-, concentration C0 égale 5,0010-2. Je ne mets pas l'incertitude. Les histoires d'incertitude, si tu maîtrises pas bien le thème, sache que j'ai une vidéo aussi qui explique ça. Vidéo synthèse. Elle est rangée sur la BNCS Academy aussi. Je pense qu'elle est rangée plutôt dans les vidéos synthèse de Terminal Spé Physique Chimie. Mais tu la retrouveras aussi sur mon site. Incertitude relative, incertitude absolue. C'est un thème que tu dois maîtriser. En terminale, on en parle énormément, dans les exobacs notamment, mais c'est pas quelque chose que tu vas fondamentalement revoir après en début de terminale, tu vois. Il est possible que d'ailleurs tu le revois pas. Parce que je vois qu'il y a plein d'élèves en terminale qui ne maîtrisent pas les incertitudes. Ça fait partie des questions les plus courantes qu'on me pose sur Insta ou sur la chaîne ou par email, ou même les élèves que j'accompagne directement et qui me demandent de leur faire un récap en fait sur les incertitudes parce qu'ils ont du mal. Et si tu veux te faire toi-même sur A4, bah, tu vas voir la vidéo synthèse que j'ai fait là-dessus et tu vas voir que déjà tu as beaucoup mieux maîtrisé le game. Donc j'ai mis support, barreau aimanté que je vais dessiner. Barreau aimanté, on va le dessiner en rouge. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Agitateur magnétique. Sur une question où on te demande de faire un schéma, tu peux pas perdre de points. T'as pas le droit. T'as pas le droit de perdre des points ici. Parce que le schéma, c'est pas comme si c'était un truc archi dur. En plus, tu fais des TP normalement, donc tu dois les maîtriser quoi. Et puis là, c'est solution.
titré, je ne vais pas avoir la place d'écrire. Solution titrée contenant de l'eau oxygénée. Donc solution titrée de peroxyde d'hydrogène, tu vois, c'est mes petits points ici. Et là, je mets le volume V' égale 20 millilitres. Je te conseille très 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 fortement de mettre ces infos-là sur ton schéma. Ce que je constate aussi des élèves, notamment en terminale, parce que j'accompagne et je coach beaucoup d'élèves en terminale surtout, beaucoup de première et encore plus de terminale. Et ce que je constate comme difficulté qui ressort très souvent en terminale, c'est les élèves qui ne savent pas extraire les données des exercices, pour le titrage, mais pas que, pour plein d'autres situations. Mais là, en l'occurrence, quand tu n'extrais pas bien les données des énoncés quand tu fais du titrage, et que tu te plantes de volume, par exemple, au moment de la relation à l'équivalence, bon bah t'as faux. Ok, tu ne vas pas passer par quatre chemins. Si t'as pas les bonnes données, t'as pas les bonnes valeurs, t'as pas les bons résultats, donc t'as faux. Et le truc, c'est que quand tu n'extrais pas bien les infos, tu as du mal. Et pour apprendre à extraire bien les infos, eh ben, tu peux les mettre sur un schéma, typiquement ici. Typiquement, mon schéma, non seulement il me permet de répondre à la question 1, mais en plus, il me permet d'un seul coup d'œil de me dire, ah ouais, attends, c'était quoi la concentration de l'espèce titrante? Ah oui, c'était 5 glissements d'eau. Tu vois, j'ai pas besoin de retourner mettre mon regard ici. C'est ici, c'est sous mes yeux. C'est ce à quoi sert un schéma de base, hein. Le schéma, il te sert à schématiser et résumer des informations. C'est comme un tableau. Un tableau, ça sert à résumer des infos. Si tu fais un tableau qui est illisible, c'est pas un tableau utile. Pareil, hein, je sais pas, si tu fais un schéma qui est incomplet, c'est un schéma qui sert à rien. Il sert à résumer des infos à la base. Donc là, hop, tu as ton info sur la concentration de l'espèce titrante, tu as ton info sur le volume de la solution titrée, donc tu as vraiment tout ce qu'il faut. Après, tu peux mettre de la couleur si tu veux. Donc la question de 1, c'est fait. Question de 2. Écrire les demi-équations électroniques mises en jeu lors du titrage permettant de retrouver l'équation de la réaction d'oxydoréduction support du titrage. Alors la question de 2, je vais la faire ici. Question de 2. Je vais réécrire les couples. Les couples, c'est MnO4- Mn2+. Et le deuxième couple, c'est H2O2 et H2O2, O2. O2, H2O2, pardon. O2, H2O2. Et oui, H2O2 est forcément un réducteur puisque MnO4- est un oxydant. Quand tu as une réaction d'oxydoréduction, c'est un réducteur réagit forcément avec un oxydant. Ou un oxydant réagit forcément avec un réducteur. Bon, la première équation, demi-équation que je vais écrire, c'est la demi-équation d'oxydation. Donc je vais partir du réducteur. Ici, mes deux réactifs, ils sont là, hein. Je te les surligne. Voilà, ça c'est mes deux réactifs. Entre les deux, le réducteur, c'est lui. Lui, c'est le réducteur. Je vais partir du réducteur pour écrire l'équation d'oxydation. Le réducteur H2O2 donne son oxydant O2. Plus des électrons, plus autre chose. Cette autre chose, c'est quoi? C'est des ions H+. Pourquoi? Parce que je dois équilibrer les H. Comment? Ben, en mettant 2 H+. Là, j'ai équilibré mes hydrogènes. J'ai équilibré mes hydrogènes et maintenant que j'ai équilibré mes atomes, puisque j'ai O2, donc 2 oxygènes, 2 oxygènes, 2 H, 2 H, maintenant il faut que j'équilibre les charges. Ici je suis neutre, ici j'ai 2 plus que je vais équilibrer avec 2 moins, 2 moins 2 plus, ça fait du neutre. C'est bon, j'ai la demi-équation pour le couple H2O2, enfin O2, H2O2. Maintenant je vais écrire la demi-équation pour MnO4-. Il va capter des électrons pour former Mn2+, et peut-être autre chose. Effectivement, ça va former autre chose parce que je dois équilibrer mes atomes pour commencer. Pour l'instant, je ne m'occupe pas de savoir quel nombre d'électrons j'ai. Ça, c'est en dernier. J'équilibre d'abord les atomes. Et là, les oxygènes, je vais les équilibrer en faisant intervenir des molécules d'eau, puisque des molécules d'eau, j'en ai dans mon milieu. C'est un milieu aqueux. Combien je dois faire intervenir de molécules d'eau? Je dois en faire intervenir 4, parce que c'est comme ça que je vais obtenir 4 O. 4 O. Mais en faisant apparaître 4 molécules d'eau, je fais intervenir 4 fois 2, 8 hydrogènes. Donc pour équilibrer ça, il faut que je mette ici 8 H+. Ok. Et maintenant que j'ai équilibré tous mes atomes, je vais équilibrer les charges. Ici, tu as 2 plus à droite. Donc il me faut globalement 2 plus à gauche. Là, j'ai 8 plus et j'ai 1 moins. Donc 8 plus, 1 moins, ça fait 7 plus. 7 plus pour descendre à 2 plus, il faut que je rajoute 5 moins. Voilà. Donc là, j'ai bien 2 plus à gauche globalement et 2 plus à droite. Tu peux recalculer si tu veux. Par contre, dernière étape, c'est de vérifier si tu as bien le même nombre d'électrons qui sont ici libérés et ici capturés. Bon, bah clairement, non, c'est pas le même nombre.
là tu as 2 et là tu as 5. Donc il faut équilibrer tout ça. On ne peut pas laisser comme ça. Et pour équilibrer, bah, c'est pas compliqué. Tu multiplies ici toute la ligne par 2 et là toute la ligne par 5. Donc tu vas avoir 5, 5, 10 et 10. 2 fois 5, 10. Et là tu vas avoir 2, 10, 16, 2, 8. Là, tu as équilibré effectivement parce que tu as 10 électrons libérés et 10 électrons capturés. Donc tu as bien le même nombre d'électrons libérés capturés. Maintenant, tu peux écrire ton équation bilan qui va être 5. Et après, on va vérifier de toute façon parce qu'on l'a dans l'énoncé. 5 H2O2 plus 2 MnO4- plus, on ne fait pas apparaître les électrons, plus 16 H+, donne 5 O2 plus 10 H+, plus 2 Mn2+, plus 8 H2O. Comme tu as des H+ des deux côtés, on va simplifier ça parce que tu n'as pas besoin d'avoir 16 à gauche et 10 à droite. C'est comme si tu n'avais que 6 à gauche du coup. Donc je réécris cette équation en dégageant mes H+ là qui sont à droite parce que je vais simplifier avec ceux qui sont à gauche. Il m'en restera 6. Voilà. Et normalement, je ne l'ai pas regardé tout à l'heure ni appris par cœur, mais normalement, si on compare avec celle de l'énoncé, on ne doit pas être loin de la vérité. 2MnO4-, 6H+, 5H2O2, 2MnO4-, 6H+, 5H2O2, donne 2Mn2+, 8H2O et 5O2. C'est là. 2Mn2+, 8H2O, 5O2. Ouais, c'est tout bon. On retrouve bien l'équation de l'énoncé. L'équation de l'énoncé. Ok. Donc ça, c'était pour la question 2. 2, 1, 2, 2, c'est fait. Question 2, 3. Définir l'équivalence. Définir l'équivalence et donner à l'équivalence la relation entre les quantités de matière. Introduit MnO4- et peroxyde d'hydrogène NH2O2 initialement présent dans l'échantillon titré. Donc là, tu as les notations à utiliser. C'est-à-dire que pour nos notations, on va reprendre celle-ci. Et on va donc donner la relation à l'équivalence. D'abord, on va définir l'équivalence. À l'équivalence, donc ça, c'est ta définition du cours à l'équivalence. Les réactifs, pareil, cette relation-là, ces explications-là, tu les retrouveras dans ma vidéo synthèse sur le titrage que tu retrouveras sur la BNCS Academy et sur ma chaîne, bien évidemment. Mais sur le titrage, là on est en train de parler de titrage, je ne te l'ai pas dit depuis le début, mais il faut que tu maîtrises ton cours. C'est absolument primordial. Quand tu révises des exobilans, il faut que tu maîtrises le cours. À l'équivalence, les réactifs titrés. Donc là, on va préciser que le titré chez nous, c'est H2O2. Et titrant, le titrant chez nous, c'est MnO4-, ont été introduits dans les proportions stoichiométriques où on réagit dans les proportions stoichio. Idem, sur les proportions stoichio, je t'ai fait toute une vidéo récapitulative que tu retrouves sur ma chaîne et sur la BNCS dans les vidéos synthèse. Enfin, va directement sur la BNCS, encore une fois, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Vidéo sur les proportions stoichio. Si tu as du mal à comprendre les proportions stoichio, il faut que tu ailles visualiser cette vidéo-là qui va t'expliquer et te faire comprendre. Parce que les proportions stoichio, tu vas encore en entendre parler en terminale, dans plein d'exercices, dans plein de chapitres. Et si tu ne maîtrises pas, c'est une lacune. Et s'il y a une lacune, forcément, ça va accrocher. Donc, dans les proportions stoichio, donc, la relation, c'est que la quantité de H2O2 divisée par son coefficient stoichio. Et tu vois, pour comprendre ça, le fait de diviser par le coefficient stoichio, et bien ça c'est expliqué dans la vidéo dont je te parlais juste avant, sur les proportions stoichiométriques. Donc la quantité de H2O2 divisée par son coefficient stoichio, qui est de 5, elle va être égale à la quantité que j'ai versée du réactif titrant, MnO4-, pour atteindre l'équivalence, divisé par son coefficient stoichio. Et son coefficient stoichio, il est égal à 2. Et l'une des erreurs classiques que vont faire les élèves dans ce genre de cas de figure, qui est une erreur assez problématique sur ce genre d'exo, tu comprends pas les proportions stoichio, donc tu comprends pas cette relation. Tu comprends pas cette relation, donc tu oublies de prendre en compte les coefficients stoichio. Tu oublies de prendre en compte les coefficients stoichio, donc tes calculs derrière que tu fais sont faux. Voilà, c'est ça le problème. Tu vois, c'est des problèmes en cascade en fait, qui à la fin t'amènent à des grosses erreurs et donc à des points qui sautent. Mais la relation, c'est celle-ci. Ça, c'est la relation qui est demandée pour la question 2-3. C'est la relation qui provient de notre équation
bilan. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il te donnait l'équation bilan, parce que si tu sais pas la retrouver par toi-même et que tu n'as pas les bons coefficients, pareil, tout est faux en cascade derrière. Comment l'équivalence est-elle repérée lors de ce titrage? Alors ici, on reprend notre schéma, juste pour expliquer un truc. Tu verses au fur et à mesure ton MnO4- dans le bécher, dans le milieu réactionnel. Tu le verses au goutte à goutte. Et ton MnO4-, quand il est versé au goutte à goutte, il est directement consommé. Il est directement consommé, donc tu n'as pas de MnO4- avant l'équivalence. Avant l'équivalence, il n'y a pas de MnO4- dans le bécher. Après équivalence, donc tu as dépassé l'équivalence, c'est-à-dire que tu as fait réagir tout le réactif titré contenu ici, tu continues à verser MnO4-, mais il ne réagit plus, il n'est plus consommé. Donc il va rester à l'intérieur du bécher sans être consommé. Mais le MnO4-, il est coloré, et on l'avait dit dans les premières questions, il est de coloration violet-magenta. Donc il va se passer quoi quand tu vas verser le MnO4- et que le MnO4- ne réagit plus? Eh bien ta solution ici dans le bécher va se colorer de la couleur du permanganate de potassium. MnO4- étant violet magenta, la coloration va être de violet magenta. Et c'est comme ça que tu vas repérer l'équivalence lors de la persistance d'une coloration violet magenta dans le bécher. Mais ça, pour le dire, il faut l'expliquer. Avant l'équivalence, c'est ça hein, le titrage colorimétrique. Tu repères l'équivalence par un changement de couleur. Avant équivalence, MnO4- et le réactif limitant dans le bécher. Et j'ai défini le bécher ici, sur mon schéma. Donc je suis tranquille. MnO4- c'est le réactif limitant dans le bécher. Donc, n'étant pas présent, la solution du bécher est incolore. Est incolore. Ça, c'est avant équivalence. Après équivalence. Après équivalence, MnO4- ne réagit plus. Car le réactif titré a été complètement consommé. A été totalement consommé. Donc, la solution du bécher, puisque MnO4- ne réagit plus, la solution du bécher prend la couleur de MnO4-, c'est-à-dire violet magenta. Donc l'équivalence est repérée comment? L'équivalence est repérée par la persistance d'une coloration violet magenta dans le bécher. L'équivalence est repérée par la persistance d'une coloration violet magenta dans le bécher. J'écris pas tout, hein, je te le redis si tu veux le noter. L'équivalence est repérée par la persistance d'une coloration violet magenta dans le bécher. Et ça, c'est du titrage colorimétrique. Déterminer C', la concentration en quantité de matière du peroxyde d'hydrogène de la solution S'. Ok, donc pour la question 2,5, je vais faire ça ici. 2,5. On a 2 points NH2O2 divisé par 5 égale N MnO4-, ça c'est la quantité versée pour atteindre l'équivalence, divisé par 2. Donc j'ai mis en place cette relation ici. Hein. Je reprends ce qu'on a mis en place à la question précédente. Donc, C' fois V'. V' c'est le volume d'ailleurs. Ah ouais, ok, juste le volume V' ici. Je me rends compte que moi tout à l'heure dans la question 1, j'avais introduit V'. Donc là, il n'aurait pas fallu l'appeler V' ce volume-là, parce que V' c'est autre chose dans l'exercice. C'est que du détail, mais tu vois, je préfère mettre V' ou Vs'. Voilà, Vs', le volume de la solution S'. Ouais. Et oui, parce que dans l'exercice, s'il me parle de V' comme étant le volume ici de 20 ml que je mets dans le bécher,
Ça correspond pas à mon V' de la partie 1, tu vois. En tout cas, la quantité de matière de H2O2 dans le bécher, c'est C' fois V'. Et la quantité de matière versée de MnO4- pour atteindre l'équivalence, c'est C0 fois V ec. Donc ça, divisé par 5, c'est égal à C0 V ec divisé par 2. On me demande C', bah no problemo. Je vais isoler, c'est tout. Ça me fait, je multiplie par 5 et je divise par V'. Donc en gros, là, pour passer de cette ligne 2 à cette ligne 3, je multiplie par 5 sur V' des deux côtés, à gauche et à droite. Donc à gauche, ça me dégage mon V' sur 5, et à droite, ça me fait apparaître un 5 sur V'. 5 sur V'. Ouais. Alors, analyse dimensionnelle pour les unités. Là, on va parler en mol par litre. Là, on va parler en millilitres. Là, on va parler en millilitres. Je laisse en millilitres. Millilitres sur millilitres, ça dégage. Donc que tu convertisses en litres ou que tu laisses en millilitres, ça ne changera rien. Je préfère laisser en millilitres, comme ça m'évite d'avoir à convertir. Donc C' égale 5 fois C0, 5, 10 moins 2 mol par litre. On va faire gaffe aux chiffres significatifs. 5,00 10 moins 2. Pour mon calcul, je te le dis parce que c'est vrai que des fois j'ai la question qui est posée par certains des élèves que j'accompagne. Est-ce qu'on prend en compte le plus ou moins 0,2 dans le calcul, etc. Non, pas du tout. Ça, c'est l'incertitude. On la prendra en compte quand on s'intéressera aux incertitudes. Et je crois même que dans l'exo, à aucun moment on va te demander de faire un calcul d'incertitude. On va te la donner, l'incertitude. On va te la donner ici. D'ailleurs, c'est une incertitude absolue, c'est pas une incertitude relative. Et donc cet exo, il est un peu daubé, quoi. Une incertitude relative, c'est autre chose. C'est une incertitude absolue. C'est des incertitudes absolues, là, qu'on a. Donc on les prend pas en compte dans le calcul. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Fois V ec. Donc V ec, c'est 13,7. Hop, je vais y arriver. Donc fois 13,7 divisé par 2 fois. Et V' c'est 20,0. Alors, je fais gaffe tu vois là, je fais gaffe par contre au 20,0. Je mets pas 20. Parce que maintenant, on va s'intéresser aux chiffres significatifs. Ici, tu as 3 chiffres significatifs. Ici, tu as 3 chiffres significatifs. Et ici, tu as 3 chiffres significatifs. Les zéros après la virgule, ils comptent. Ok, si j'écris 20, ou 20,0, ou 20,00, c'est pas pareil. Là, j'ai 2 chiffres. Là, j'ai 3 chiffres. Là, j'ai 4 chiffres. Donc c'est pas la même chose en termes de précision, en termes de précision de ton résultat. Et ça, c'est pas à toi de le décider. Tu suis en fait ce que l'énoncé t'indique. Donc là, en l'occurrence, 3 chiffres, 3 chiffres, 3 chiffres. Donc le résultat sera donné avec 3 chiffres significatifs. Et j'y vais pour le calcul. 5 fois 5 10 moins 2 fois 13,7 divisé par 2 fois 20. Je crois qu'il manque une parenthèse. Ok, donc je te répète, j'ai pas converti les volumes, j'ai laissé en millilitres parce que millilitre sur millilitre, ça fait du sens d'unité. Le résultat, je vais l'obtenir en mol par litre et le résultat, il est égal à environ 8,56. Donc là, je mets bien 3 chiffres significatifs, fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Voilà. Donc ça, c'était pour la question 2, 5 et 2, 4 et c'est fait. Question 2, 6. L'incertitude absolue vaut 0,034 sur C, hein, pas sur C'. Proposer un encadrement de la concentration en quantité de matière du peroxyde d'hydrogène de la solution commerciale. Donc pour la question 2, 6, attention, il faut d'abord calculer C. Calculons C. 2 points. Attends, je regarde l'heure. T'as vu, c'est des longues vidéos, mais ça c'est normal. Parce que là, on est sur de l'exo-bilan. En terminale, c'est pareil. Les exo-bilans de terminale spé chimie, c'est des vidéos qui durent plus longtemps. Et on est sur des vrais exercices de contrôle. Mais c'est ça que tu dois faire comme exo si tu veux vraiment progresser en physique chimie. Il n'y a pas d'autre méthode. Tous les élèves que je côtoie, que je connais, que j'accompagne et qui sont très très bons, ou qui me contactent sur Insta et qui me racontent qu'ils sont très très bons, etc. Tous, le point commun, c'est les exercices, l'entraînement, le fait de travailler sur des vrais exos de ce style. C'est le point commun. Si tu trouves une autre méthode magique, dis-le moi, comme ça, et ben, je pourrais la transmettre aux autres élèves. Alors la concentration commerciale, elle a une concentration, elle est 10 fois plus grande que la concentration qu'on vient de calculer, parce qu'on avait une dilution par 10. Donc ça veut dire que pour la solution commerciale, je vais avoir 8,56 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. Or,
Donc c'est là que tu as besoin de connaître un petit peu ce que c'est que les incertitudes et savoir manipuler, parce que pour la question 6, on va justement utiliser l'incertitude de 0,034 mol par litre. 0,034, je vais l'écrire 3,4 10 puissance moins 2. Et ça marche pas trop ça, 3,4 10 moins 2. Je préfère l'écrire 0,34 10 moins 1. Voilà. C'est 0,34 10 puissance moins 1 mol par litre. Ok? 0,34 10 moins 1 mol par litre. Bien. Alors, la vraie concentration expérimentale de notre titrage, elle est comprise entre ce qu'on a trouvé moins l'incertitude et ce qu'on a trouvé plus l'incertitude. Voilà comment est-ce qu'on utilise les incertitudes absolues. Et ça, je te le dis, hein, je te l'ai expliqué en détail dans ma vidéo synthèse sur les incertitudes relatives et absolues. Donc je t'invite vraiment à aller faire un tour sur la BNCS ou à retrouver la vidéo directement sur mon site. Et si tu ne trouves pas, viens me demander sur Insta, je t'enverrai directement les liens. Mais va voir la vidéo sur les incertitudes comme ça dès la première, tu sais manipuler ça et t'es tranquille. C'est là que tu vas construire des vraies bonnes notes en première et en terminale. Donc tu fais 8,56 moins 0,34. Ça nous fait quoi ça? 52, 22? 8,56 moins 0,34. 8,22, ouais. Donc 8,22 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. Et 8,56 plus 0,34, ça nous fait 8,90 10 moins 1 mol par litre. Voilà, c'est ça l'encadrement qui demande. Et tu aurais pu aussi écrire que la concentration expérimentale ta solution commerciale, elle est égale à 8,56 plus ou moins 0,34 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. C'est une autre façon d'écrire. Et ça, ça fait partie des choses que je t'explique dans cette fameuse vidéo sur les incertitudes dont je te parle. Donc pour la question 2,6, on a l'encadrement. Eux, c'est l'encadrement qui demandait. Donc là, je t'ai écrit ça, mais ça, c'est que pour toi. Ça, c'est pour te donner une info en plus. Mais ça, c'est le résultat qui demande, la question de 6. Alors, question 3, on est ici. Hop, on va aller sur une autre page. Vérifier que la concentration C étiquette en quantité de matière indiquée correspond à 0,89 mol par litre. Donc pour la première question, c'est de l'extraction d'infos sur l'étiquette. D'après l'étiquette, on a M égale 3,000 g pour V égale 100 ml de solution. Ça, c'était extraire les informations d'une étiquette. Je t'en ai parlé au tout début de la vidéo pour te dire c'est super important de savoir faire ça. Bon, il y avait même des zéros en plus là. 3 grammes pour 100 ml. 3 grammes pour 100 ml, ça nous permet de calculer une concentration massique. Concentration massique de l'étiquette, eh bien c'est 3,0000, je ne sais pas combien ils en ont mis, divisé par 100, 10-3. Le résultat, je vais le donner à 3 chiffres significatifs, parce que là j'ai 3 chiffres. Imaginons que là imaginons que j'en ai 6, je ne sais pas si c'était bien autant de zéros sur l'étiquette, mais mettons qu'on ait 6 chiffres significatifs, là tu en as 3, le résultat tu le donnes avec 3 chiffres significatifs. Donc 3 divisé par 100, 10 puissance, moins 3, on aurait pu faire ça de tête, ça fait 30. Ça fait 30,0 grammes par litre. Concentration massique de l'étiquette. Ok, donc la concentration molaire de l'étiquette, elle est égale à la concentration massique. Cette formule-là, je l'ai réexpliqué la dernière fois encore à une élève que j'accompagne en première, que j'aide à remonter ses notes et surtout à choper les bonnes méthodes de rédaction pour la spé physique chimie parce que justement elle va avoir un bon dossier. Elle va avoir un bon dossier et pour sa classe de terminale, pour son Parcoursup. Donc on reprend les choses en main. Et tu vois, cette relation, typiquement, je lui ai expliqué parce qu'elle ne la connaissait pas. Et j'ai déjà vu aussi des élèves en terminale qui ne la connaissent pas. Donc je préfère expliquer à une élève de première ou un élève de première, voilà, que cette relation elle est super importante, qu'il faut la maîtriser parce qu'on en a besoin dans les exos.
et qu'en première ce soit maîtrisé, plutôt qu'avoir à réexpliquer ça en terminale, parce que là, en terminale, quand tu connais pas ça, c'est une lacune. C'est une lacune, du coup, que tu as. Donc cette relation, il faut la connaître. Alors tu peux la connaître aussi sous cet aspect-là. Concentration massique égale concentration molaire fois masse molaire. Mais elle est absolument essentielle à connaître. Bon, la masse molaire, il nous l'a donné dans l'énoncé, on l'avait lu tout à l'heure, c'était 34 grammes par mol. Donc là, on va pouvoir faire notre calcul. 30,0 divisé par... C'est 34,0 je crois. Ah non, 34 tout court. Bon bah tu vois là, chiffre significatif. Là j'en ai 3. Là j'en ai 2. C'est l'énoncé qui m'impose. C'est lui qui me dit 34. Ils m'ont pas dit 34,0, ils m'ont dit 34. Dans ce cas-là, tu donnes un résultat avec deux chiffres. Tu prends le plus petit, donc 30 divisé par 34. Ça fait 8,8, environ 0,88. Donc là, tu as deux chiffres, les 0 avant la virgule ne comptent pas. 8,88 mol par litre. Alors, je crois qu'ils ont demandé de retrouver 89. Donc là, pour le coup, bah, c'est eux qui ont craqué ou bien? Ouais, ils ont craqué. Il est vraiment un peu daubé, hein, cet énoncé. Je suis désolé, je le connaissais pas quand je te l'ai proposé. Quand je te l'ai proposé, voilà, je me suis dit, cet exo, il a l'air bien, je l'ai pas fait, quoi. Je le fais en même temps que toi. C'est pas 0,89, c'est 0,88, c'est sûr. Donc là, on est censé trouver 0,88. Bon, après, on est proche, hein, ça change pas grand-chose. Les indications de l'étiquette correspondent-elles à la solution commerciale analysée? Alors nous, on vient d'établir que la concentration de l'étiquette, elle est censée être égale à 0,88. Est-ce que elle est compatible avec cet intervalle? Bah ouais, ouais, elle est compatible, effectivement. La concentration, ouais, je suis ici. Je vais y arriver. Or, donc c'est la question 3.2. On sait que la concentration expérimentale du produit, elle est comprise entre 0,822 et 0,89 mol par litre et 0,89 mol par litre. Et ces étiquettes appartiennent à ce même intervalle. Donc, le résultat expérimental est compatible avec l'information portée par l'étiquette. Compatible, cohérent avec l'info portée par l'étiquette. Bien sûr, je ne te l'ai pas dit, hein, mais si tu trouves que ces vidéos sont utiles et qu'elles t'aident vachement à progresser et à travailler avec des vrais exos dignes de ce nom, c'est toujours ce que me disent les élèves en fait qui bossent avec mes vidéos, les élèves de première notamment. Bah, si c'est le cas pour toi aussi, n'hésite pas à me le dire, n'hésite pas à t'abonner. Je le répète jamais trop, mais voilà, tu as un bouton ici en bas à droite qui te permet de t'abonner. Ça te prend un clic, c'est gratuit. Ça apporte beaucoup, beaucoup de force, beaucoup de visibilité. Et puis pour toi, ça te permet d'avoir toutes mes vidéos au fur et à mesure que je les sors et d'être toujours informé de ce que je sors comme vidéo au fur et à mesure, petit à petit, donc de progresser encore plus. Donc voilà, merci d'avance à toi de t'abonner, partager cette vidéo, diffuser, mettre sur tes groupes de classe. Je pense que c'est vraiment des vidéos qui sont pas ultra répandues sur YouTube, avec une vraie valeur ajoutée, quoi, des exos, des vrais exos dignes de ce nom qui te permettent vraiment de t'entraîner pour tes contrôles. Ici, contrôle du titrage. Donc bah voilà, merci d'avance à toi d'envoyer cette force et de t'abonner. On est donc maintenant sur la question 4. Ouais, bah c'est juste une question en fait, la question 4. Efficacité d'une bouteille d'eau oxygénée ouverte depuis plusieurs mois. Une bouteille d'eau oxygénée a été ouverte depuis plusieurs mois. L'eau oxygénée peut réagir avec le dioxygène de l'air et perdre tout ou une partie de ses propriétés antiseptiques. On considère que l'eau oxygénée est encore efficace pour désinfecter les plaies si son titre est au moins égal à 0,5 volume. Le protocole de titrage est reproduit sans diluer la solution d'eau oxygénée et le volume équivalent est de 4,32 ml. La solution contenue dans cette bouteille est-elle encore efficace? Donc on a le volume équivalent. On va pouvoir aller calculer la concentration C. La concentration C, elle est égale à C0, la concentration de MnO4- multipliée par VEC, multipliée par 5, divisé par 2 fois V. Alors le V', c'est le même.
Là, tu te dis, ouais, mais attends, c'est quoi ça? Bah, c'est juste que j'ai repris carrément la relation ici, en fait. J'ai repris ça. Sauf que la concentration qu'on va calculer, elle n'est pas diluée. En gros, c'est 5C0Vx sur 2V'. 5C0Vx sur 2V'. Je vais calculer la concentration. Donc C0, c'était 5,0 fois 10 puissance moins 2. Vx, ici, c'est 4,32. Et le V', c'est toujours 20,0. Je suis toujours en millilitres ici, mol par litre ici. 5 et 2 sont des coefficients, on s'en fout. Donc l'unité, ce sera des mols par litre. Et pour les chiffres significatifs, 3 chiffres, 3 chiffres, 3 chiffres. Donc 3 chiffres au résultat, 5 et 2 sont des coefficients, donc bien sûr, on s'en fout aussi. Alors je retrouve mon calcul. 5,2. Et là, c'est quoi? C'est 4,32. Ça fait 2,7. Donc la concentration, elle est égale à 2,70. Je mets 3 chiffres, hein. 10 puissance moins 2 mol par litre. Et ta concentration, tu vas pouvoir l'utiliser ici. Souviens-toi, on avait le titre massique qui était défini, le titre, pardon, qui était défini là. C fois Vm sur 2. Vm, c'est 22,4. Donc on y va. Donc, le titre, c'est C fois Vm sur 2. C'est donc 2,70 multiplié par 22,4 divisé par 2. On est dans les bonnes unités. On fait le calcul. Fois 22,4 divisé par 2. Ça nous fait 0,30 environ. Je mets 3 chiffres, donc 0,302. Environ 0,302. C'est inférieur à 0,5. Conclusion, l'eau oxygénée de cette bouteille n'est plus efficace. Voilà, on est inférieur à 0,5 volume. Fin de ce big exercice. J'espère qu'il t'a plu. Encore une fois, si c'est le cas, partage, diffuse. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Tu retrouveras le sujet de cet exercice directement sur la BNCS Academy et tu retrouveras tous les exobilans avec lesquels tu peux préparer tes contrôles, y compris les vidéos synthèses avec lesquelles tu peux comprendre tes cours. Et je t'ai donné pour cette vidéo 3 vidéos que tu dois absolument voir. Celle du titrage, celle où il faut comprendre la dilution, où je t'explique comment comprendre la dilution, et celle sur les proportions stoichiométriques. Voilà, n'hésite pas à aller voir déjà ces vidéos-là. Et moi, je te dis à très bientôt, travaille bien et reste bien discipliné, surtout dans le travail. Force à toi. Ciao.